Ah, compliqué. Oh non. Meryl Streep. Pas du tout. Sans vouloir être violente et agressive. Bon, Moi, je trouve ça horrible. Là, j'ai l'impression que tu parles d'une voiture. Non, je vais pas dire le nom. Dans mon petit film. Donc, déjà, c'est une africaine, mais en plus, c'est une femme. Alors aujourd'hui, dans Storytime, on a le grand plaisir d'accueillir Kouloune. Kouloune, merci et bienvenue. Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors, dis-moi, Kouloune, aujourd'hui, quand tu te présentes dans la vie de tous les jours, comment tu le fais? Parce que en faisant nos recherches, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de casquettes. Alors, en général, je préfère la casquette de réalisatrice. Ok. Mais c'est vrai que la plupart des gens, la majorité des gens, ont tendance à me connaître en tant qu'actrice. Donc, je suis réalisatrice, actrice, mais productrice aussi, et modèle photo à côté. Ok. Donc, derrière la caméra, devant la caméra. Voilà. Ok. Partout, il y a une caméra. Excellent. Alors, effectivement, tu es réalisatrice, donc, notamment de Confidentiel. Voilà. Et tu étais notamment connue en tant qu'actrice pour en tant que Louve, du coup, qui a été diffusée sur No Vegas. Mm-hmm. Et tu as aussi, en fait, depuis peu, justement, aussi créé ton business qui fait dans l'artisanat, c'est bien ça? Alors non, dans la production. La plutôt. production, ok. Voilà. Ok, d'accord, autant pour J'ai moi. une petite société de production qui s'appelle Sana Films, en fait. C'est donc la société qui porte tous mes films. Ok, excellent. Et d'ailleurs, ces films-là t'ont permis d'avoir quand même des distinctions. Donc notamment le Zébu d'or de la compétition nationale, donc c'était en 2023, donc l'année dernière. Voilà. Et aussi Amazon Jury en 2022 pour Confidentiel. Et meilleure actrice de No Vegas. Franchement, t'as un beau palmarès. Dis-moi, je sais que c'est effectivement ton rêve depuis en fait d'être justement réalisatrice, productrice de films. Cette envie, elle te vient d'où? L'envie, je pense l'envie, je dirais plus que c'est une passion. La passion, ouais. C'est une passion, elle a toujours été là, juste que elle a pas été réveillée avant il y a quelques années, en fin de compte. Sachant qu'il y a pas grand chose ici qui nous orienterait vers ce genre de milieu, ça a été un peu tard pour moi, je dirais. Ok. Mais, et au tout début, quand tu produis ton premier film, c'est quoi les gros challenges que tu rencontres à ce moment-là? Alors, les gros challenges, je pense que ça a été vraiment dans la production, la pré-production, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas totalement dans le milieu du cinéma. Moi, je travaillais dans la publicité, où il y a de la production, mais c'est pas la même chose. Les gros challenges, ça a été aussi de financer le film, parce que bon, même si c'est un petit film, je dirais un film d'auteur indépendant, etc. Il faut toujours du budget pour la location du matériel, faut une équipe, etc. Donc je pense que les gros challenges, ça a été plutôt dans ce côté-là. Et justement, aujourd'hui, sur Mada, en tout cas de ce que toi tu as vécu, comment on fait pour financer son film? Est-ce que c'est sur fonds propres du coup, et après c'est les ventes de tickets dans les ciné qui éventuellement couvrent les frais, ou est-ce que il y a d'autres manières et systèmes de faire? Alors, il est complètement bancal le système, on va être honnête. Okay. Je dirais que et je pense que sur ce coup, je peux parler pour la plupart des cinéastes malgaches. Oui, ça part des fonds personnels en fait. Ça part de fonds personnels, ça part surtout de beaucoup de collaborations. Donc là, si j'ai des potes qui ont 2-3 caméras avec un matos son, etc., ça serait pratiquement le seul moyen, en fin de compte, de faire un tournage. Après, pour rentabiliser ensuite, quand le film il est fini, là, faut se débrouiller pareil tout seul. En fin de compte, on prend la casquette de producteur, réalisateur, peut-être acteur, et ensuite de distributeur après, et contacter les cinémas. On en a 2 ou 3 ici. Donc contacter les directeurs des cinémas et leur proposer de diffuser. Ouais, c'est vrai que c'est quand même... il y a un vrai risque en vrai quand même aussi derrière, parce que franchement... s'il faut sortir de sa poche et ensuite après on sait pas forcément du coup comment ça va se passer. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as pu au moins rentabiliser au moins le coût de production grâce aux séances de diffusion que tu as organisées ou...
Alors, par exemple, pour Confidentiel, oui, je pourrais dire que oui, parce que c'est vrai, aujourd'hui, je vais vous dévoiler, le film, il a dû coûter 300 000 arrières. Donc 300 000 arrières, c'est des coûts de déplacement et des petites collations pour les participants, quoi. J'ai eu la chance d'être aidée par une maison, la maison de production qui a fait Louvre, d'ailleurs, pour le matériel et l'équipe. Et Ok. Et du coup, voilà. Ouais, je crois que c'était d'ailleurs commercialisé après les places aussi. En tout cas, Cinépa, je crois que c'était genre 15 000 arrières, je crois. Voilà, 15 000 arrières, mais c'était une séance combinée avec un autre film. Ok, d'accord. Voilà. Oui, donc après, les revenus sont forcément partagés derrière. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que toi, tu penses que tu ferais différemment pour les prochaines fois? Je pense que je chercherais d'abord quelqu'un qui financerait le film. Un producteur, un financeur, tu vois. Des financeurs, comme je dirais à l'étranger. Parce que bon, comme je te le disais, il n'y a pas d'industrie. Le milieu est complètement bancal, donc chacun fait un peu comme il peut. Et donc, je pense que pour les prochains, ça serait vraiment de chercher quelqu'un qui financerait selon les normes. Pour pouvoir avancer. D'accord. Voilà. Et justement, t'as une idée de quand est-ce que éventuellement tu souhaites te pencher sur ton prochain film? Oui, j'y travaille en ce moment. Donc là, je travaille sur un autre documentaire. J'espère en faire un long, de minimum 45 minutes, voilà. Et là, par contre, le seul hic, c'est que ça sera des financeurs étrangers, forcément, parce qu'à Madagascar, il n'y en a pas encore. Et justement, le fait qu'il n'y en ait pas encore, tu penses que c'est principalement dû à quoi? Est-ce que c'est peut-être... Bon, quand je dis les gens, enfin, on va dire une majorité de personnes qui ont peut-être encore du mal à apprécier l'art et justement ont du mal peut-être justement à voir comment ils pourraient s'y retrouver dedans, ou est-ce que tu penses que c'est complètement d'autres facteurs en fait? Je pense que c'est beaucoup de facteurs, dont celui-là. Parce que si tu veux, il n'y a pas encore d'éducation, je dirais, cinématographique. Donc que ce soit dans l'industrie, enfin je veux dire en back-office ou autre. Et du coup, je pense que les gens qui pourraient potentiellement être des financeurs ont peur en fait de ce genre de risque. Ils ne voient pas vraiment où est l'avantage ou la rentabilité dans ce genre de milieu pour l'instant. Ok. Et justement, pour eux, que ce soit des locaux ou des gens à l'international, elle est où justement cette on va dire cette rentabilité, vu que forcément eux ils investissent des sommes du coup voilà pour pouvoir produire le film? Si tu veux, par exemple en France, enfin un peu partout dans le monde, dans le monde occidental, c'est largement rentabilisé par les places de cinéma, comme tu viens de le mentionner. Après ici, comme on en a 3 des salles de cinéma, je pense que ça serait un peu difficile. Ouais, donc du coup en fait il y a quand même peut-être éventuellement un autre schéma envisagé pour Mada justement du coup pour faire en sorte que ces investissements-là soient rentables pour du coup je pense. Il y a tout à installer en fin de compte. Déjà, comment tu landes ton premier job en tant que... Parce que ça, c'est ton premier job d'actrice. Bon, en tout cas, du coup, pour Louvre. Je sais pas si t'en as eu avant. Non, c'était mon tout premier. Ouais. Comment, justement, tu arrives là? Comment j'en suis arrivée là? Ouais. C'était un coup du destin. Ah, sérieux? Ouais. Mais complètement. Alors, j'avais pas totalement prévu de devenir actrice. Et du coup, un jour, en 2019, je reçois un appel d'un ami scénariste qui me dit écoute, on travaille sur un projet de série et est-ce que ça te dirait de venir passer un casting? Et à l'époque, je sortais d'un burn-out de mon job de chef de publicité. Et je me suis dit ouais, c'est sympa en fait le métier d'actrice. Je vais tester parce que de toute façon, j'ai rien à faire. Et du coup, j'y vais. Je passe un casting le temps de 1 ou 2 heures et c'était super fun. Je me suis amusée. C'est incroyable. Ouais. Franchement. Et il me rappelle une semaine après pour un deuxième essai et il valide ça 2 jours après. Donc voilà. Et comment tu fais pour... moi, c'est un truc qui me fascine vraiment avec les acteurs, c'est comment tu fais pour rentrer dans ton personnage. Parce que tu vois, en soi, j'imagine que la majorité des acteurs incarnent des personnages qui leur ressemblent peut-être pas forcément dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc c'est quel genre de technique et de switch mental, tu vois, que tu utilises pour te dire ok, maintenant je suis Louvre, je suis plus cool, je suis Louvre, tu vois? Je sais pas, je pense que c'est dans ce sens où tu te dis ça va être fun et vraiment moi par exemple j'aime être actrice justement parce que je peux jouer quelqu'un d'autre.
Moi, je trouve ça hyper amusant de pouvoir être quelqu'un d'autre le temps de quelques heures, tu vois. Ah ouais, ok. Et justement, bah oui, Lou, par exemple, c'est mon antipode. Enfin, elle vient des côtes, moi je viens de Tana. Elle est infirmière, moi je suis pas du tout dans tu vois. Elle fait bonne, moi voilà quoi. Donc moi je trouve ça juste marrant et je pense que c'est dans ce désir et dans cet esprit de fun et d'amusement qui fait qu'on arrive à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, découvrir en fait quelqu'un d'autre tout en ayant l'occasion de l'être, ça aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est assez deep quand même. Comme ouais. Un peu. Ok. Alors, on reviendra justement sur tes diverses expériences et notamment aussi sur le burn-out dont tu parlais. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'en discuter. Là, on va juste rapidement passer dans la partie fast check. Ça marche. Donc voilà, pour résumer, je te donne 2 choix et tu choisis en fonction de ce que toi tu estimes le plus te correspondre. Ok. Alors, drame ou comédie? Drame. Fiction ou documentaire? Ah, compliqué. Trop compliqué. Bon, allez, allons pour documentaire. Okay. Tattoo ou piercing? Tattoo. Mada ou Dubaï? Oh là là. Oh non. Allez, disons Mada. Patriotisme. Okay. Ramen ou sushi? Ah, ramen. Ok. Et là, en fait, je vais te poser 2 questions qui tournent notamment autour de, on va dire, de ta passion pour le monde du cinéma. Quel est le film qui t'a donné le plus de ressenti, genre le plus d'émotion? Alors, là tout de suite, A Requiem for a Dream. Ah, j'avoue pas connaître. C'est avec Jared Leto. Ok, alors, ça parle de quoi? Ça parle du parcours de 3 toxicos ouais, okay. de Darren Aronofsky. Donc ça date de 2002, il me semble, et en gros c'est ça te confronte en fait à la réalité des junkies vraiment addicts et de ce qui peut en résulter. Ouais, j'avais d'ailleurs vu récemment sur YouTube, il y avait le journal Le Monde qui a fait un reportage justement en fait sur le narcotrafic et à la fin du documentaire on voyait un peu la vie des gens qui consommaient j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en gros c'est une pilule bleue, en gros je me rappelle plus du nom, et franchement c'est chaud en vrai hein. Ouais, franchement c'est terrible hein. C'est terrible hein. Et franchement même le truc c'est moi un truc qui m'a choqué, c'est la drogue est tellement puissante qu'à partir du moment où ils se l'injectent dans le corps, automatiquement leur corps se plie en 2. Enfin, ils sont dans la rue, tu vois, ils sont courbés comme ça. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, non, franchement, c'est chaud. Tu vois que les gars, ils sont effectivement dans une spirale qui est un peu, qui effectivement semble pas évidente à vivre. Infernal, enfin. Ah, c'est ça en fait. Ouais. Alors, deuxième question, top 3 de tes acteurs ou actrices préférés. Alors, Anthony Hopkins, Meryl Streep et disons Anna Thaoué. Ok. D'accord. Alors pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais justement du fait que avant d'obtenir le rôle de Lou, tu sortais d'un burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ta vie? Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que tu penses en être la principale raison? Alors ça s'est manifesté par je pense déjà au début, donc j'en ai fait un en 2018, si je me rappelle bien, et ça se manifestait par de grosses fatigues, des crises à l'époque on m'avait diagnostiqué de la spasmophilie. Ah oui, donc, une maladie très courante chez les femmes apparemment. D'accord, je savais pas du tout. Et donc je me suis dit bon ça va, je prends du magnésium, etc. Et en fin de compte, ça allait au bout de quelques temps.
Je continue à travailler en tant que chef de pub, etc. Et ça reprend en fait. Et là, je me retrouve très fatiguée, des grosses crises de fatigue, plus aucune passion, alors que c'était le métier que je voulais faire depuis toujours. Voilà, de la fatigue et beaucoup de dépression, je dirais. Donc dépression qui n'est pas reconnue, bien sûr. Et bon, en fait, c'est un truc qui est pas reconnu. Ah non, mais là, on s'en fiche. Les gens, ils s'en fichent de la dépression, je sais. Ok. Moi, je disais ça. Ok, mais en fait, je me rends compte que c'est pas reconnu, c'est ok. Ouais. Oui, ils sont, les entreprises. Ouais, dans leur tête, c'est genre, arrête d'inventer des trucs, quoi. Voilà, tu cherches des excuses pour rater quelques jours. Ouais. Puis ensuite, en fait, ça s'est traduit par des symptômes physiques. Donc, hypotension, tout ça. Donc, là, je me retrouve à devoir, aller chez le médecin et, voilà, 1 semaine de repos, etc. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, ça allait juste plus. Voilà. Un déclic qui disait, non, c'est pas le métier que tu devrais faire. Ou alors, c'est pas là où tu devrais le faire, en tout cas. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Et un jour, t'envisages éventuellement de revenir dans le monde de la pub? Pas du tout. D'accord. J'ai fini. D'accord. Ouais, c'est une phase de la vie, voilà, et on y revient. Sauf peut-être si je me mets à mon compte et que un jour. D'accord. Ok. Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, t'as quand même une communauté qui te suit, t'es quelqu'un, on peut dire, qui a quand même de l'influence. Déjà, est-ce que tu te considères comme influenceuse, du coup? C'est un terme que tu aimes bien ou pas, non? Non, je savais que t'allais me poser la question. Ouais. J'avais préparé la réponse. Ouais. Alors, non. Sans vouloir être violente et agressive, je ne suis pas influenceuse. Ok. Je déteste ce terme, d'ailleurs. Je déteste qu'on me mette dans ce tas-là. Moi, je dirais plutôt que je suis créatrice de contenu, mais même ça, c'est assez exagéré parce que je crée pas du contenu. Voilà quoi, pas comme les créateurs de contenu en fin de compte. Moi, je me mettrais dans une catégorie de, je dirais, personnalité publique si on veut. Et encore, ça, c'est assez arrogant. Mais voilà, je suis ambassadrice de marque et c'est vrai que je parle de certaines marques de temps en temps, mais je ne suis pas influenceuse. Ok. Et t'as déjà eu à gérer des retours, on va dire, négatifs de certaines personnes sur les réseaux, tu vois, genre ou des critiques, tu vois, genre faites, on va dire, en public sur les réseaux, voilà, qui t'ont touché, toi, personnellement. Alors, qui m'ont touché, oui, ça arrive souvent d'ailleurs, pour plein de choses, mon corps, mes cheveux, etc., même ma manière de parler, mon accent, quand je parle malgache, etc., ça a été des petits commentaires. Mais je pense que le plus gros buzz qui s'est passé, c'était il y a 2 ans quand certaines personnes ont publié des photos de nus artistiques de moi. Et donc, oui, des photos disponibles sur mon compte, bien sûr, mais qui ont donc été... Ok, c'est chaud ça. Voilà, été partagées sur des pages, je dirais, populaires sur Facebook. Donc Facebook, Instagram, c'est différent à Madagascar. Le public malgache n'est pas prêt pour ce genre de contenu. Donc voilà, je crois que c'est un des plus gros trucs que j'ai eu à gérer. Et quand t'as vu ça, tu t'es dit quoi? C'était quoi? Je me suis dit, ok. si tu veux. Bien pris, alors. Oui, j'ai quand même assez bien pris parce que, écoute, les photos, c'est moi qui les ai faites, c'est pas comme si on les avait volées ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'était plus l'occasion de justement, familiariser ou plutôt d'éduquer un peu les gens par rapport à l'art de la photographie et du fait que avant d'avoir été louve, moi je suis Kouloune et je suis modèle photo depuis 2009 en fait. Donc faut pas être choqué, la nudité ça va pas être tabou comme on le pense, etc. Voilà. Est-ce que tu te considères comme féministe? Oui. Ok. Tu devrais l'être aussi. Moi je pense que ce qui est bien en fait, c'est de rappeler peut-être ce que c'est justement, tu vois, être féministe, parce que je pense que peut-être il y a beaucoup de gens aussi peut-être qui entendent ce terme, qui ne le connaissent pas, qui ne comprennent pas peut-être ce qu'on entend par là. Donc est-ce que toi tu peux du coup nous partager Alors pour moi, en fait il y a beaucoup de définitions du féminisme. Déjà nous, dans l'Afrique subsaharienne, je pense que il peut être un peu plus élaboré que par exemple le féminisme aux États-Unis. Pour moi, le féminisme, c'est laisser le choix aux femmes. Voilà. C'est justement le fait de laisser tout autant le choix à une femme par rapport à son corps et par rapport à ses activités qu'un homme en fin de compte. Voilà. Dans la société occidentale, ils ont les mêmes droits. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Dans une société orientale, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Dans la société africaine comme la nôtre, les droits et
je dirais les devoirs ne sont pas les mêmes par rapport aux femmes. Donc voilà, ça diffère d'un pays à un autre, et pour moi, je pense que comme on est dans l'Afrique subsaharienne, ça se situe plus vers ce cas social-là et dans le rôle social des femmes. D'accord. Est-ce que c'est quoi, selon toi, on va dire bon, il y en a pas qu'un seul, mais forcément, on va dire le plus gros combat, justement, pour les femmes dans l'Afrique subsaharienne? Je pense que ça serait la liberté de choisir, ouais, vraiment de choisir. Parce qu'on a le droit de vote, on a le droit de conduire, on a le droit de s'éduquer, etc. Donc là, je pense vraiment que ça serait vraiment ce droit de choisir, et ce droit d'avoir une voix aussi, de parler, de s'exprimer. C'est quoi ton avis sur le fait que dans la société aujourd'hui, on peut avoir l'impression parfois que la femme est, alors je sais pas c'est quoi le terme exact, mais que on la considère et ou en tout cas on essaie de faire percevoir que c'est plus un objet parfois. Bien sûr, je dis pas que c'est bien, mais je veux dire, ça c'est quelque chose, je pense, qui est un fait et qui se passe dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Toi, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait pour que justement on arrête de... Est-ce que c'est objectiviser, peut-être le terme que je cherchais, voilà, justement la femme aujourd'hui? Bah après, je pense que ça part des deux sexes. D'un côté, la femme, il faut qu'elle soit consciente de sa valeur à elle, parce que bon, dans la majorité des cas, même dans l'éducation, la femme elle-même est éduquée à être un objet. On a tendance à pas le voir quand on vient d'un certain milieu et qu'on est confronté à d'autres milieux. On se rend compte que oui, les parents eux-mêmes éduquent leurs propres filles à servir l'homme, en fin de compte. Donc ça part des deux côtés, je pense. Voilà, la femme doit être consciente de sa valeur et de sa place, de sa bonne place, si je puis dire ça comme ça. Et d'un côté, oui, l'homme aussi doit lui être éduqué à ne pas réduire la femme à ce statut d'objet, de servante et de sexe d'eau. Enfin, tout ça. D'accord. Et justement, moi, j'ai regardé, je scrollais en fait sur les shorts sur YouTube, et je voyais un gars qui disait que, selon lui, la valeur d'une femme n'était plus la même si on va dire son body count, en gros, était plus élevé en fait. Tu vois, plus son body count monte, en fait, plus de l'autre côté, en fait, la valeur de cette femme changeait. Du coup, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, je trouve ça horrible. Là, j'ai l'impression que tu parles d'une voiture, tu vois. Que comme quoi une voiture avec plus de kilométrage vaut moins cher. Je trouve ça horrible parce que justement, bah, si un adolescent, il a déjà couché avec 3 filles et qu'il y a une fille à côté qui a couché avec 3 gars. C'est ça, en fait. C'est juste insensé parce que on est chacun des êtres humains. Enfin, là, je le dis de manière la plus simple. Oui. C'est, moi, le culte de la Vierge. Il me semble que c'est une vraie expression. C'est une vraie expression, ok. Le culte de la Vierge qui part, bah, voilà, du christianisme, etc. Comme quoi la valeur de la femme réside dans sa pureté, etc. Je trouve ça très lourd. Je trouve ça vraiment lourd. C'est comme la blague si une clé peut ouvrir plusieurs portes, c'est que c'est une super clé. Mais si une porte peut être ouverte par plusieurs clés, c'est qu'elle vaut rien. Je connaissais pas cette expression, mais ok, d'accord. Ouais, je vois une petite blague sur Internet. Ouais, ok. Mais ça, c'est un truc justement que je trouve ouf, c'est que justement, ne serait-ce que dans comme tu disais, si on compare par exemple un homme et une femme qui ont eu le même nombre d'expériences sexuelles, tu vois, on aura plus tendance à dire que le gars c'est un mec chaud, que franchement on va dire toi tu gères et tout et ça, alors qu'effectivement pour la femme, je pense que la société en général aura peut-être malheureusement tendance à voir les choses autrement, clairement, directement, et tout de suite dans l'esprit du jugement en fait, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est un truc ouf en fait, et je sais pas si c'est quelque chose justement, je me demande d'ailleurs d'où provient cet aspect-là, parce que j'ai l'impression que c'est quand même inconsciemment, je pense, chez beaucoup de gens, peut-être qu'ils ont pas envie d'avoir cette réflexion-là. Mais voilà, c'est ça. Et tout de suite, ils l'ont, et c'est fou quand même. Je sais pas si c'est dans l'éducation à l'école ou à la maison qu'on peut justement essayer de penser un peu plus loin sur ces sujets-là, tu vois, et pour éviter de tomber dans ces pièges de voilà, on se permet de juger automatiquement quelqu'un et de la catégoriser directement, tu vois. C'est un peu comme des personnes qui disent, par exemple, quand tu vois des femmes réussir, par exemple,
sur tu vois, réussir, et on parle de leur réussite du coup par exemple sur internet, sur les réseaux sociaux, et t'as les commentaires du genre oui mais c'est parce que c'est l'argent de son t'es mec. belle ou que ouais, tu vois, mais moi oui, j'ai été victime de ça par exemple, tu vois. Ouais, c'est chaud aussi ça quand même, tu vois, genre dire qu'on peut pas reconnaître la personne telle qu'elle est et dire que non, elle a réussi parce que voilà, elle a été meilleure que les autres et que voilà, elle s'est donnée à fond, mais non, c'est tout de suite, tu vois, sur le jugement physique et tout, c'est technique. La femme est toujours réduite à ça, j'ai l'impression, tu vois. C'est si elle a son business, c'est forcément parce que c'est son sugar daddy qui va financer son truc. Si elle gagne un truc, c'est juste parce qu'elle est belle. Enfin, voilà, quoi, il y a jamais de... Et c'est vraiment un problème de la société, hein. Comme je te le disais, ça vient des deux sexes, en fait, hein. Parce que et même ça vient plus des femmes contre les femmes que les hommes envers les femmes en fin de compte. Et ouais. et genre quand toi par exemple on t'a dit ce genre de choses là, au fond est-ce que ça te blesse, ou on va dire ça te passe au-dessus de la tête, tu vois, et à un moment ça te blesse quand même, parce que tu te dis tu sais pas le travail qu'il y a eu derrière, etc. Ça te blesse, et en même temps à un moment tu te dis ok, si tu veux me réduire à ça, je vais te montrer exactement que je vais tout rafler encore une fois juste à cause de ça. Ça te sert de carburant limite pour limite. montrer... après il faut s'en servir comme on peut. Ouais. Non, c'est pas intéressant, et moi je pense il faudrait voir, après je sais pas, j'ai pas lu d'études par rapport à ça, mais j'ai l'impression quand même que ce qui est bien, c'est que notre génération, alors peut-être pas celle de nos parents, mais du coup la nôtre vraiment, je pense fait partie de ceux qui ont vraiment commencé à prendre conscience de ces choses-là, tu vois, qu'il faut pas avant de se revendiquer femme, qu'une femme peut réussir, peut tout à fait réussir aussi bien dans la vie perso que pro, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un vrai shift de mentalité sur ces sujets dont on a parlé, tu vois. Je pense aussi, et je trouve ça génial parce que, comme tu dis, notre génération, enfin, c'est un peu même avant. Je pense ceux qui ont à peu près une dizaine d'années de plus que nous, par exemple. Je pense qu'ils ont déjà commencé à shifter un peu la mentalité. Et ça, je trouve ça bien. Parce qu'en ce moment même, tu as beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, disons-le, qui réussissent et qui sont vraiment au devant de la scène. Et moi, je trouve ça génial. Justement, là, t'as parlé donc de entrepreneurs. Toi, tu penses quoi du fait qu'il y a justement par exemple dans la langue française, tu vois, des cas où c'est le masculin général. Enfin, beaucoup de mots sont soumis au masculin. Par exemple, docteur. Je pense exactement à ça, tu vois. Ou même par exemple dans une phrase, quand il y a beau avoir féminin, mais s'il y a un masculin, en fait, tout va se mettre au masculin, tu vois. Parce que toi, tu penses que c'est un vrai débat, tu penses, ou est-ce que non, tu penses que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Non, c'est un faux débat. Non, on perdrait du temps. Il y a d'autres choses plus importantes que ça. Alors, quand j'ai cru comprendre que tu avais aussi un fort intérêt pour la psychologie. Oui. Que tu as étudié. Voilà. D'ailleurs, notamment. Voilà. C'était quoi l'idée derrière? Vous êtes bien informé quand même. C'est quoi l'idée derrière, où j'explique ma question? Ton métier de rêve, dans un premier temps, c'était la pub. Après, il y avait aussi ce côté réaliser et produire des films. Et la psychologie, du coup, pourquoi avoir étudié la psychologie? Alors, ça va être assez deep, comme tu l'as dit. Non, enfin deep, on va pas essayer de... Voilà, mais c'est pour moi, tout est relié. Vraiment, pour comprendre l'humain. Parce que, voilà, moi, je fais des films pour l'humain. Je fais des films qui parlent d'humain. Donc, pour comprendre l'humain, il faut comprendre comment ça fonctionne là-dedans. Tout simplement. Donc, psychologie égale... Donc, déjà, à l'époque où tu avais choisi la filière, en fait, il y avait déjà cette perspective un petit peu. Oui, et surtout pour la pub aussi. Parce que quand tu fais de la pub, tu fais du marketing. Donc, pour comprendre comment atteindre un certain public, une certaine cible, psychologie, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bien vu, hein. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on y pense, en tout cas à Mada, un petit peu moins, tu vois, à se dire, il y a le parcours, on va dire, tradi, où il y a la licence ou le master marketing com, alors qu'en fait, effectivement, la psychologie, comme tu dis, ça peut jouer. Comprendre les gens, donc, qui plus tard, justement, vont être des personas, tu vois, parce que tu vas traiter justement avec des humains, et que les pubs que tu vas produire seront pour des humains. Effectivement, c'est hyper intéressant de voir ça, cet angle-là. Depuis que tu as eu ton bac, que tu es rentré dans les études supérieures, tu as étudié que la psychologie, du coup? Non, alors du coup, j'ai fait... je suis passée par ton schéma tradi. Donc j'ai fait psycho. Ensuite, je suis passée par
non, je vais pas dire le nom, mais j'ai fait marketing communication. Voilà. Voilà. D'accord. Et est-ce que toi, quand tu étais dans cet environnement justement d'études supérieures et tout ça, est-ce que tu penses que tu étais plutôt celle qui, tu vois, prenait souvent la parole quand le prof posait une question, tout le monde se tournait vers toi pour dire bah, vas-y réponds, ou est-ce que tu étais plutôt, on va dire, réservé et que tu voilà je pense que ça dépendait des matières. Mais ouais, je pense je penche un peu plus pour la première option, c'est vrai. J'ai l'impression que je parle beaucoup des fois, mais voilà, ouais. Aujourd'hui, on peut dire que tu as quand même pu réaliser certains de tes objectifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, passer par le monde de la pub. Ouais. T'as produit ton premier film. C'est quoi la suite? C'est quoi tes rêves après avoir justement passé ces échelons-là dans la vie? C'est de continuer à faire des films. Là, j'ai fait que 2 courts-métrages. Et du coup, franchement, mon objectif principal pour l'instant, ça serait de réaliser un long-métrage. Mon premier long-métrage documentaire. Et disons, vas-y, la Palme d'Or, quoi. Repasser à Cannes. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Cannes, c'est... Comment tu vis cette expérience? Parce que je pense quand même... C'était grandiose. N'importe qui dans le monde du cinéma, du film, franchement, c'est un des must go, tu vois. Genre, c'est probablement dans les, comment on appelle ça, les dream list, enfin, des trucs que t'as envie d'accomplir dans ta vie, quoi, tu vois. Et toi, t'as fait... Au bout d'une année, moi, au bout d'une année, ouais, c'est ça. Ouais, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, le fait d'apprendre que j'ai été invitée à Cannes, pour moi, c'était mais insane, tu vois, c'est au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et tu reçois un coup de fil, c'est quoi? Ou tu reçois un mail? Je reçois un mail, voilà. Un petit mail comme ça qui me dit écoute, voilà, le festival de Cannes se passe à telle date cette année et t'es invité avec ton petit film, mon petit film, je dis bien mon petit film parce que voilà, un petit film qui a coûté 300 000 €. Quand même, hein. Encore comme quoi, forcément, c'est pas forcément une question de... C'est pas une question de budget. De moyens, voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est incroyable. Franchement, et ça, je pense que ça peut motiver grave des gens, tu vois, de se dire que avec un budget comme ça, tu peux aller loin. Et une fois là-bas, c'est comment elles sont comment les journées là-bas? Alors là, on va sortir du glamour parce que quand tu dis festival de Cannes, tout le monde voit tapis rouge. Il y a ça. Oui. Mais en gros, toute la journée de 9h à 17h, c'est pas du glam. Toute la journée, c'est une grosse foire en fait à l'intérieur. Quand je dis foire, c'est le format foire. Hein. T'as plein de stands. Donc à l'intérieur du... Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, personne ne sait. Ah oui, je savais pas du tout. Ok. Ouais. C'est alors dans le palais du festival, en fait, t'as un grand salon, un peu comme le palais des sports là, pour les braderies. Ouais. Okay. Et du coup, t'as plein de stands comme ça, de producteurs du monde entier, mais vraiment du monde entier. Et tu vas visiter les stands pour justement faire connaissance, voilà. Si t'as des projets, vendre ton projet, etc. Et voilà. Et tu passes tes journées à faire du réseautage. Et toi, justement, dans les personnes que t'as pu rencontrer, est-ce que t'as quand même eu des belles rencontres, tu penses Alors, j'ai rencontré genre une des plus grandes réalisatrices africaines, quand même. Donc Ramatou Keïta, qui justement, je crois, elle a remporté une Palme d'Or dans les années 90. La première africaine. Donc, déjà, c'est une africaine. Mais en plus, c'est une femme. Donc, l'honneur, quoi, tu vois. J'ai eu la chance de participer à des grandes discussions avec elle et tout. Pour moi, c'était... Incroyable. Moi, c'est le seul exemple que je veux donner. Oui. D'accord, ok. Ouais. Et quand donc, à un moment aussi, tu passes sur le tapis rouge, du coup, et genre, tu prends la pause normale pour les photographes et tout, quand même, et tout. Oui. Bon, après, ça, c'était pour... Alors, j'ai accompagné la délégation africaine. Voilà, c'était je dirais le vrai seul moment où j'ai vraiment fait ça. Et vous étiez combien dans cette délégation à peu près, grosso modo? Je crois qu'on était 8. Ah, ok, moi je croyais genre 40, tu vois. Ah non, oui, non. Oui, ok. Très limité, très limité. Ah oui, ok. Top. Ouais. D'accord. C'est donc, comme tu disais, aujourd'hui, voilà, tu veux encore continuer de produire, donc déjà, premier long métrage et continuer sur cette voie-là. Aujourd'hui, toi, c'est quoi qui te garde éveillé la nuit, c'est quoi aujourd'hui on va dire, les grandes peurs ou grandes interrogations de la vie que Kouloum se pose? C'est, est-ce que tout ce que je fais là sera vraiment rentabilisé? Ok. Parce que tu vois, c'est, si j'étais française, je serais intermittente du spectacle, tu vois. Donc vivre au jour le jour, etc., ça reste compliqué. Après, à Mada, justement, il n'y a pas de statut pour les gens comme moi.
on est freelance, d'accord, on est entrepreneur parce que j'ai ma boîte de production enregistrée, etc. Mais financièrement, ouais, c'est ça. C'est est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire sera rentabilisé je dirais au niveau de, disons, Hollywood, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que ça brasse des millions. Ouais. Et ici, des millions de francs. Ouais. Et ça, c'est un truc que je vois, genre, en termes de soft power, si on parle vraiment en termes de l'influence qu'une nation peut avoir à l'échelle internationale. Bon, par exemple, si on parle de la Corée du Sud, ils ont par exemple la K-pop, tu vois, je pense, qui est partout. Ouais. Et par exemple, l'Inde, par exemple, ils ont l'industrie de Bollywood. Bon, parce que je parle pas d'Hollywood, parce que ça, bon, forcément, tout le monde connaît, tu vois. Et quand je vois ces modèles-là, justement, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait, tu vois, pour que justement on puisse atteindre ce genre de niveau-là. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que quand on parle de soft power, ça a mis aussi en fait en avant notre pays, tu vois, genre en termes de justement de branding pour Mada, tu vois, sur c'est ouf. Et après derrière, il y a tout un, je pense, tout un tas d'effets positifs qu'il peut avoir quand par exemple du coup plus de touristes, tu vois, genre totalement. quand par exemple le Vita Malaga serait beaucoup plus valorisé, c'est ça, tu vois, sur le marché international. Donc toi, tu penses qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrive à ce stade-là? De la rigueur. Rigueur, du coup, par rapport à, tu vois, la qualité de production, par rapport tout ça. Par rapport à notre qualité de travail, par rapport aux efforts qu'on met en fait dans le travail. Ne pas se contenter du métrangaïou. Ouais, ça. La fameuse phrase, ça tue, ça, en vrai. Ouais. Et est-ce que si on arrive, si on arriver à ce stade-là, il faut professionnaliser, du coup, tu vois, tout cet écosystème. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu penses pas que, par exemple, ça pourrait être justement, tu vois, genre intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs, je pense, locaux qui s'investissent dans le domaine de l'audiovisuel et du film. De peut-être justement, est-ce que ça peut être intéressant de mettre en place, je sais pas, une académie ou je sais pas, tu vois, genre une institut peut-être, j'ai envie de dire, qui vraiment partage les mêmes valeurs. Vrais, là, les bonnes bases, tu vois, les standards vraiment, on va dire, internationaux, tu vois, parce que je pense que quitte à viser excellent, tu vois, autant directement au moins s'aligner sur ce qui se fait de mieux, tu vois, international. Que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, tu penses, pour Mada, je pense. Ça commence vraiment, ouais, parce que là, je vois je dis pas que moi je suis une grande ou quoi, mais c'est juste une expression. Moi, je vois des petits gars qui justement, tu vois, sont très talentueux, qui, voilà, comme tu le dis, dans le milieu de l'audiovisuel, pas forcément du cinéma, justement, qui se bougent vraiment et qui font des bons trucs et qui restent pas au stade du métalingayou, mais qui vraiment font des recherches et font de leur mieux. Donc ouais, je pense que c'est totalement atteignable. Okay. Ouais. On approche de la fin de la discussion, mais j'aurai encore quelques questions à te poser. Tu disais justement tout à l'heure que tu avais eu des remarques, par exemple, sur tes cheveux, sur ton accent, ça. Comment est-ce que tu as fait pour gérer ça, dans le sens où aujourd'hui, je pense que tu t'acceptes tel que tu es. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est pas tout le monde, je pense, qui arrive, et surtout qu'on vit dans un monde où les médias et les réseaux sociaux montrent, on va dire, on dirait ce qui pourrait être considéré comme des standards des standards de beauté, de standards de, voilà, telle personne devrait plutôt être comme ça et pas autrement. C'est quoi, toi, les conseils que tu pourrais partager aux gens, justement, pour qu'ils puissent s'accepter eux-mêmes et être en accord avec eux-mêmes, être bien dans leur peau? Comme tu dis, c'est un peu compliqué parce que c'est pas tout le monde qui arrive. Moi, je dirais le conseil, ça serait de s'approcher des gens qui te ressemblent. Ça commence par ça. Ça commence toujours par ça parce que oui, on est des gros adolescents. Tout ce qu'on veut, c'est appartenir à un groupe, c'est être accepté. Donc oui, s'approcher des gens qui potentiellement peuvent te comprendre et te ressembler. Et ensuite gagner de la force de là et s'imposer. Voilà. C'est ce que t'as fait, toi? Ouais, c'est ce que j'ai fait, je pense. Ouais. Après, moi, apparemment, je suis assez têtue. D'accord. Donc, moi, j'en ai fait une force et vraiment, c'est une petite anecdote, mais depuis que je suis petite, même dans la famille, on se moque de ma couleur de peau et de mes cheveux parce que je suis assez foncée, etc. par rapport à ma famille, tu vois. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et du coup, depuis quelques années, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout ce qui était critiqué chez moi depuis que je suis petite est devenu ma force de vente, si tu veux. C'est incroyable. Je suis devenue modèle photo parce qu'on adore mon teint, la couleur de ma peau. J'ai eu plus de contrats de modèle photo parce que j'ai décidé de garder mes cheveux naturels.
Wow. Donc voilà, il faut juste s'accepter les gens. Ouais. Après ça vient tout seul. Ouais, quand par exemple beaucoup seraient peut-être plus tentés de peut-être justement voir par exemple lisser les cheveux pour justement être accepté quelque part. Accepté justement quelque part. Ouais. Voilà. En parlant de carrière en tant que modèle photo, ça a démarré comment peut-être parce que je crois qu'on en a pas parlé. Ça a démarré comment cette phase-là? Très simplement. Très simplement, genre. Ouais, j'avais une cousine qui travaille pour une agence qui me dit un jour, passe mercredi pour faire des essais de photos. Voilà. Ok. Et à ce moment-là, parce que moi je pense que c'est vraiment un truc qui est très compliqué quand on n'a pas de connaissances qui évoluent déjà dans un domaine, c'est comment par exemple je vais pricer du coup ma prestation. Déjà je pense peu importe les domaines, tu vois, que tu sois coach de sport ou que tu sois photographe ou quoi, tu vois, c'est de savoir quel prix du coup tu mets sur ta prestation. Toi, comment ça s'est passé ce moment-là Moi ça s'est passé par expérience. Ok. Donc à l'époque j'avais 16 ans. Déjà quand t'es mineur t'as pas vraiment le droit de le faire sauf si t'as l'autorisation de tes parents. Ouais. À l'époque, franchement, t'étais juste contente en fait d'avoir de l'argent de poche. Ouais, c'est ça là. Quand tu dis l'argent de poche, c'est pour à l'époque, les sorties. À 16 ans, en 2009, si quelqu'un te donnait 30 000 arrière, c'était beaucoup déjà, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment partie de l'expérience et tu te dis écoute, si ça fait 5 ans que je suis modèle photo, je vais pas accepter le même cachet qu'il y a quand j'ai commencé par exemple. Donc tu commences à les augmenter petit à petit, puis tu te renseignes aussi. Tu te renseignes, tu demandes à des potes photographes parce que les photographes connaissent ce genre de choses. Et puis tu compares, parce que il y a des agences qui taxent moins, qui taxent un peu plus, etc. Et puis tu te dis si là ça taxe plus, je vais demander ça. Voilà. D'accord. Ok. Dans le contexte actuel et aujourd'hui, d'ailleurs tu es, je pense, j'ose croire sur la bonne voie pour pouvoir percer dans ce qui te passionne toi. On espère. Voilà, vraiment, on espère vraiment et on t'encourage vraiment dans ce sens-là. Est-ce que tu penses que la passion suffit pour pouvoir avancer et percer dans un domaine? Parce que ça, c'est vraiment le genre de question, je pense, il y a vraiment 2 écoles, je pense, là-dessus. Qui disent que vraiment ça suffit et d'autres qui disent que... Je dirais la passion, c'est 60%. 40%, c'est le travail. Incroyable. Dernière chose, je voulais... te donner l'occasion de peut-être partager quelque chose à l'audience, sachant que notre audience, alors selon les plateformes, mais je crois qu'on a un peu plus de femmes que d'hommes, entre 18 et 35 ans. Si tu veux faire passer un petit message qui te tenait à cœur pour finir notre épisode. Un tout petit. Je dirais... parce que là, je m'adresse aux femmes, du coup, juste aux femmes. Non, mais je dirais, faut pas se limiter. Moi, je pense que ça se résumerait à ça. Faut vraiment pas se limiter, il faut pas se dire qu'il y a des milieux d'hommes et des milieux de femmes. C'est des milieux d'humains et c'est tout. Voilà. Moi, je peux être technicienne, comme les gars, là. Et maîtriser une caméra, etc. Et c'est pareil pour vous. Si vous voulez maîtriser autre chose qui soi-disant est dominée par la jante masculine, vous pouvez le faire. Et faut pas du tout avoir peur de se lancer. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça fait du bien de voir en fait toutes ces femmes entrepreneurs. Et c'est justement dans ce sens, il faut toujours se lancer parce que si tu as cette fibre-là, tout le monde ne l'a pas, la fibre entrepreneuriale. Donc si tu l'as, faut juste se lancer, je pense. Voilà, ce serait le conseil tout simple. Ça marche. Non mais c'est pas forcément, je pense que les conseils simples sont plus efficaces que ceux qui sont trop élaborés parce qu'en fait on peut se perdre éventuellement dans tout ce qui va être, tu vois, quand il y a trop de froufrou aussi, après des fois on se perd un petit peu. Donc Kouloune, merci beaucoup d'être venu nous avoir partagé ton histoire et ton point de vue sur les divers sujets sur lesquels on a discuté, et je te souhaite franchement le meilleur pour tes projets pro et perso pour l'avenir. Merci beaucoup, c'était un plaisir, super, franchement c'était agréable.